Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Sommaire, Ennahdha ne présentera pas de candidat à la prochaine élection présidentielle tunisienne. Le parti dit ne pas souhaiter reproduire le même scénario qu'en Égypte. 2 milliards de francs CFA, c'est le coût du plan de riposte contre le virus Ebola que le gouvernement sénégalais est actuellement en train d'élaborer. Et découverte dans ce journal du Wado Ryu, un art martial issu du karaté. En Côte d'Ivoire, des maîtres de la discipline organisent régulièrement des stages de formation. Mais tout d'abord, la Tunisie a organisé ce lundi une conférence des investisseurs censée ramener la confiance dans le pays. 22 grands projets d'un coût total d'environ 12 milliards de dinars ont été présentés. Les possibilités d'investissement concernent plusieurs secteurs, dont l'industrie, l'énergie, le transport ou encore le tourisme. À cette occasion, le Premier ministre Mehdi Jouma s'est également engagé à accélérer les réformes, notamment dans le domaine fiscal. Et toujours en Tunisie, le parti Ennahdha ne présentera pas de candidat à la présidentielle de novembre prochain. Pour le parti politique, il s'agit d'éviter un scénario qui pourrait conduire le pays à une nouvelle crise comme celle qu'a connue l'Égypte. Il pourrait néanmoins soutenir la candidature d'une personnalité nationale consensuelle capable de servir les objectifs de la révolution. Ibrahim Ndiaye. En Tunisie, Ennahdha ne participera pas à la présidentielle prévue le 23 novembre 2014. C'est la déclaration faite ce dimanche 7 septembre par le parti. Pour Ennahdha, il est question de faciliter la formation d'un gouvernement consensuel qui représenterait tous les Tunisiens. Nous ne voulons pas dominer tous les scrutins, dans la mesure où Ennahdha va être largement représenté lors des élections parlementaires le mois prochain. Cependant, pour de nombreux observateurs de la vie politique tunisienne, d'autres raisons expliqueraient cette décision stratégique. Aux rivalités internes qui ont diminué le parti s'ajoutent en effet d'autres causes. Si Ennahdha a des chances d'être parmi les premiers dans les élections législatives prévues pour le 26 octobre, il n'en est pas de même pour les élections du premier tour de l'élection présidentielle prévue. Et c'est pour ça qu'Ennahdha promeut depuis quelque temps l'idée d'un candidat consensuel qui serait au-dessus des partis. Parce que Ennahdha sait pertinemment qu'il ne sera plus maître du jeu, l'intention de vote, les sondages et tout ça, ne lui donne pas la marge de manœuvre requise, comme ce fut le cas au lendemain des élections de l'Assemblée constituante le 23 octobre 2011. Le mouvement Ennahdha voudrait qu'il y ait un président consensuel et qui mettrait une série d'accords, notamment l'impunité pour les membres de la Troïka, les deux gouvernements de la Troïka votés par le Ennahdha sortant, et qui s'était soldé par une faillite inouïe au niveau de la gestion des affaires et par des assassinats politiques et par l'introduction aussi en Tunisie de l'escadron de la mort à la faveur, bien sûr, des compromissions et du laxisme à l'endroit des groupes salafistes et extrémistes religieux terroristes. Rappelons qu'Ennahdha avait obtenu 37% des voix lors de l'élection de l'Assemblée nationale constituante en octobre 2012. Pour les législatives prévues le 26 octobre 2014, les œufs sont ouverts après la crise politique que la Tunisie a connue avec l'arrivée d'Ennahdha au pouvoir. L'Union africaine a lancé un appel ce lundi pour lever les restrictions au voyage vers les pays touchés par le virus Ebola, et ce pour permettre la poursuite des activités commerciales. Plusieurs États limitrophes ont fermé leurs frontières avec ces pays touchés par le virus. D'autres ont interdit l'entrée sur leur territoire aux voyageurs venant des régions concernées. Et plusieurs compagnies aériennes ont suspendu leur liaison avec les zones où sévit l'épidémie. En Libye, les autorités ont accusé le Soudan de livrer des armes à des milices islamistes dans la région de Tripoli. Le gouvernement dit avoir intercepté à l'aéroport de Koufra un avion soudanais transportant du matériel militaire à destination d'une milice basée dans la capitale. Le Soudan s'est défendu en affirmant que l'avion était en mission de ravitaillement. Écoutez à ce propos Mohamed Abdelazim, analyste politique. L'hypothèse est une hypothèse plausible puisqu'on sait à l'heure actuelle ce que les groupes armés d'Al-Qaïda qui perdent du terrain en Irak mais aussi en Syrie face à l'État islamique tentent de trouver des bases arrières ici et là, et donc la Libye devient pour eux un terrain propice pour mener leurs actions et puis prendre des terrains qui a été perdu depuis la chute de Kadhafi. L'État libyen est un état d'effondrement total et que le contrôle de ses frontières aussi terrestres mais aussi l'espace aérien deviennent difficile. Cela ne change rien dans la donne actuelle puisque les relations diplomatiques, cela suppose qu'il y a deux États qui maintiennent des relations, on peut dire, normales, mais le gouvernement libyen à l'heure actuelle est un gouvernement retranché à l'est du pays. La relation entre la Libye et le Soudan, à mon sens, les accusations ne vont pas changer grand-chose dans la donne actuelle.
En Somalie, un attentat suicide a fait 12 morts et une trentaine de blessés au nord de Mogadiscio ce lundi 8 septembre. Les islamistes ont revendiqué l'attaque qui visait les forces de l'Union africaine. Elle intervient une semaine après la mort du chef des Chebab, Abdi Ahmed Godan. Au Sénégal, le premier cas avéré du virus Ebola sur le territoire national inquiète. Le gouvernement a donc décidé de réagir rapidement pour endiguer une éventuelle propagation. Un plan de riposte est en cours d'élaboration dont le coût s'élève à près de 2 milliards de francs CFA. Un reportage de notre correspondant El Adjaï. Le Sénégal aura besoin de plus de 2 milliards de francs CFA pour son plan de riposte à l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola. Depuis l'apparition du premier cas importé du virus Ebola, l'État du Sénégal s'est fortement mobilisé pour éviter une propagation de cette maladie. La mobilisation d'importantes ressources financières pour une exécution correcte du plan de riposte semble traduire que les autorités sénégalaises ont pris la mesure du danger. En effet, près de 500 millions de francs CFA ont été décaissés par l'État du Sénégal. Nous avons un plan avec un budget. Et ce budget, vraiment, si on doit faire tout ce qu'on veut, avec des habits pour protéger le personnel qui est en contact, mais aussi des gants. Désormais, on voudrait que le personnel ait des gants et des masques pour pouvoir examiner tout le monde sans problème. Mais ça, c'est de l'argent. Donc, il y a tout un plan. La communication, les choses aussi ont été budgétisées par rapport à la communication, par rapport aux outils de communication, par rapport également, vous savez, à la prise en charge des malades, par rapport à la surveillance. On vous a dit que pour surveiller même ces personnes, il faut leur donner à manger, etc. Donc, tout a été calculé et ça tourne pratiquement autour de 2 milliards et quelques. Pour rallonger ce budget, le ministère de la Santé a besoin de la loi rectificative. Mais avant, les parlementaires doivent être bien informés sur les axes d'intervention du gouvernement face à Ebola. Cette session plénière, d'ailleurs, leur a permis d'évoquer toutes les questions sur le plan de riposte, mais aussi la gestion du seul cas importé. Les députés se sont engagés à se joindre à cette lutte. On a pu savoir au moins comment est-ce que les choses ont pu se faire et aussi l'aspect multisectoriel. Et aujourd'hui, les députés vont accompagner. Il y a plusieurs commissions qui ont été créées et qui fonctionnent déjà au niveau du ministère. Les députés vont renforcer de par leurs origines. Vous savez que les députés, c'est des nationaux. Donc certains sont issus des zones frontalières. Vous les avez écoutés. Ils ont leurs inquiétudes et ça va leur permettre de pouvoir contribuer à cette riposte. Dans le cadre de cette riposte contre le virus, le Sénégal a fermé ses frontières dès que l'épidémie a été déclarée hors de contrôle. En l'absence de traitement, le virus a fait plus de 1550 morts sur 3069 cas recensés au 26 août par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, dont 694 au Libéria, 430 en Guinée et 422 en Sierra Leone. Focus à présent sur le Wado-Ryu, un art martial issu du karaté qui a la particularité d'être basé sur l'esquive. En Côte d'Ivoire, le Wado-Ryu n'est pas encore très développé. Des formateurs s'attellent donc à le faire adopter par le plus grand nombre et en particulier par les enfants. Pour cela, ils organisent régulièrement des stages de formation. Un reportage de notre correspondant Olivier Conin. Nouvelle technique de combat pour les membres de la Wado-Ryu Karaté Academy de Yopougon. Après un stage de formation à l'étranger, le fondateur de l'académie s'est donné pour mission de transmettre à quelques formateurs les nouvelles techniques apprises. Une initiative très appréciée par Maître Kwa Georges et Maître Moustapha Koulibaly, des sommités du Wado-Ryu en Côte d'Ivoire. Il pratique depuis des décennies cet art martial basé sur l'esquive. J'ai accepté le Wado-Ryu parce qu'il conserve, il détient plutôt la science des esquives. On n'a pas besoin d'être un loupard pour contrer le coup de poing ou bien la témie. Wado-Ryu, c'est basé sur les esquives. C'est pourquoi notre devise, c'est utiliser la force de l'adversaire pour le battre. Le recyclage est très important au Wado-Ryu. Les techniques évoluent. Il y a une différence entre les techniques ayant cours il y a 40 ans et celles d'aujourd'hui. Il est conseillé aux formateurs de se recycler tous les 2 mois. On nous enseigne comment il faut donc gérer l'énergie interne, c'est-à-dire le gaspillage de l'énergie lorsque tu es en face d'une attaque ou des exercices physiques. Parce que l'homme, en vieillissant, perd beaucoup donc, de notions dans le corps. Le stage de formation des formateurs a été ouvert aux jeunes pratiquants. Ce sont eux qui feront du Wado-Ryu un sport d'excellence à même de donner à la Côte d'Ivoire des lauriers dans les compétitions internationales comme la Coupe du Monde à Tokyo au Japon en 2015.
C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info.